RCF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la fabrique de l'Europe sur RCF. Et ce matin, notre invitée s'appelle Carole Grandjean, elle est députée de la première circonscription de Meurthe-et-Moselle, membre de La République En Marche. Carole Grandjean, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler aujourd'hui d'un rapport parlementaire sur lequel vous avez travaillé. Il a été présenté mi-mars à l'Assemblée nationale, il s'appelle Une Europe pour tous. Alors pour comprendre de quoi on parle, comment il est né ce rapport? Qui en est à l'origine? Qui l'a demandé et comment avez-vous été choisi pour le prendre en charge? Alors la genèse effectivement de ce rapport, c'est qu'en 2017, vous avez eu un sommet européen qui s'appelle le sommet de Göteborg, c'était le lieu en fait où il a été organisé. Et lors de ce sommet, le socle européen des droits sociaux a été discuté. Et donc c'était un socle important pour l'histoire européenne en matière de droits sociaux, puisque l'ensemble des pays États membres se sont mis d'accord sur un texte qui recensait un certain nombre d'orientations sur lesquelles l'Europe s'engage à progresser. Donc en trois familles, on va dire, d'orientation. L'Europe et l'ensemble des pays européens, les 28 pays européens, se sont mis d'accord pour progresser en matière sociale et donc donner des orientations. Et donc c'est effectivement un temps majeur de la construction européenne. Et nous avons souhaité, avec ma co-rapporteure, travailler sur ce socle-là pour finalement faire le point sur les avancées sociales qu'apporte ce socle et finalement ce sur quoi aujourd'hui encore il nous faut pouvoir progresser. Et donc c'est tout l'objet du rapport de reprendre ce socle et puis évidemment de faire un certain nombre de propositions pour aller encore plus loin. Donc c'était en 2017, on est en 2019, ça représente 2 ans de travail ce rapport? Alors ça fait partie des engagements que j'ai pris dès le début de mon mandat, c'était de faire finalement une passerelle entre la Commission des affaires européennes sur laquelle je suis commissaire et la Commission des affaires sociales sur laquelle je suis également commissaire. Et donc en fait j'ai une mission pour ces deux commissions-là, je fais en fait la passerelle entre les deux commissions. Donc c'est un engagement profond pour moi, l'Europe sociale, ce qu'elle est, ce qu'elle doit pouvoir porter. Et donc depuis 2 ans, je travaille sur ces questions et nous avons été missionnés en septembre 2018 par la Commission des affaires européennes pour travailler sur ce socle européen. Et donc vous n'étiez que 2 à y travailler, vous et donc la co-rapporteure Marguerite Depré-Oudbert, c'est le travail seulement de 2 personnes? Alors c'est le travail de 2 personnes, mais c'est surtout le travail, l'interrogation de multiples personnes. On a voyagé dans différents pays européens pour aller rencontrer des États membres qui avaient avancé aussi en matière sociale, pour comprendre leur position en matière sociale, ce sur quoi elles ont déjà avancé, ce sur quoi elles comptent avancer. Donc on est allé en Italie, on est allé en Finlande, on est allé rencontrer l'Allemagne. On a effectivement fait différents voyages pour comprendre les modèles sociaux européens parce qu'ils sont multiples. Et puis évidemment, c'est aussi un travail d'experts puisqu'on a auditionné un certain nombre d'experts sur cette matière qui est vivante puisque on parle de social et très pluriel là aussi, puisqu'on peut parler de santé, d'emploi, d'égalité femmes-hommes, de handicap, de personnes précaires. Donc on est sur des expertises très variées. Des expertises variées de nombreux domaines et vous en tirez 40 propositions. Tout à fait. Pourquoi 40? C'est un chiffre délimité au départ? Est-ce qu'en fin de compte, vous êtes tombé comme ça sur ce chiffre après l'énonciation de toutes les idées? Alors on a voulu être pragmatique, c'est-à-dire que on voulait pas que ce soit un rapport fleuve avec une technicité qui ne soit pas accessible à tous. Donc on a voulu rendre très simple ce qu'est finalement l'Europe sociale, comment elle a progressé, quels ont été les 200 textes fondateurs qui ont déjà précédé le socle européen des droits sociaux, expliquer déjà finalement le réalisé en matière sociale. Et pour donner un chiffre, au niveau européen, vous avez 15% de la dépense publique qui est orientée sur la protection sociale en moyenne. Vous n'avez aucun pays des États membres qui a une dépense publique en dessous de ces 15%, alors que sur le reste du monde, aucun pays ne dépasse ces 15%. Donc en France, on est autour de 27-28% de dépenses pour la protection sociale. Donc c'était vraiment l'idée de démontrer déjà que la dépense publique, l'effort européen en matière sociale est déjà très présente. Et puis surtout de démontrer finalement les modèles nationaux et comment est-ce que le socle européen des droits sociaux peut encore s'inspirer de démarches
marge d'expériences qui sont faites dans les États membres. Et donc ces 40 propositions visaient en fait à pouvoir influencer les débats en matière d'élections européennes, visaient aussi à être pragmatiques et de méthode et de mesures pour qu'on fasse très concrètement avancer l'Europe sociale. Donc on se voulait le plus pragmatique possible pour pouvoir inspirer les élus européens en matière de protection sociale et en matière plus globalement sociale. Donc ce rapport, il est destiné à qui? Là, il a été présenté à l'Assemblée nationale. Il est destiné à se rendre devant les instances européennes aussi? Alors il est destiné à se faire entendre au niveau national, puisque un certain nombre de décisions peuvent être prises au niveau national, et il est également destiné à se faire entendre au niveau européen. Donc on a présenté ce rapport-là devant des collègues nationaux, donc des députés français, qui pour d'autres tendances politiques, se sont dit intéressés par pouvoir intégrer ces propositions dans leur projet politique, et c'est très bien, parce que c'était un des objectifs. L'idée, c'est qu'un maximum d'entre nous puissions porter ces sujets-là, et puis évidemment, au niveau européen, on aura tout un travail à faire, une fois le Parlement européen installé, pour continuer à faire entendre cette voix-là. Alors ce rapport, il est divisé en plusieurs chapitres. Le premier, c'est une sorte, on pourrait dire, de bilan. Il dresse un certain constat, notamment par rapport à la stratégie Europe 2020. Exactement. L'idée, c'est effectivement de reprendre l'ensemble des textes qui ont pu être fondateurs en matière sociale, et on s'aperçoit que c'est tout à fait important et très ancien. Dès les années 50, un certain nombre de textes ont construit l'Europe sociale, avec surtout des textes tournés autour de la santé. 80% de nos textes en matière sociale au niveau européen concernent la santé. Donc la santé, en matière sociale, c'est la très grande majorité des aspects qui ont été abordés. Ce qui s'entend, puisque la santé, c'est évidemment un des piliers de la question sociale. Et puis maintenant, il nous faut aller plus loin en matière d'emploi, en matière de formation, en matière d'égalité femmes-hommes, en matière de handicap. Et donc, on est effectivement dans un diagnostic de tout ce qui a été fait sur ces matières-là, avec un vrai bilan des 200 textes qui ont été posés et de toute cette matière qui, quand même, a été construite au travers de textes encore très variables, donc des directives, donc des lois européennes, mais des textes aussi de principes, des accords bilatéraux, des déclarations, c'est très varié, et on a voulu effectivement faire un point sur tout ce qui avait été fait, parce que beaucoup de choses sont méconnues en fait. La fabrique de l'Europe, Mathilde L'Oeil. En matière d'emploi, le rapport met en avant des disparités dans l'accès à l'emploi entre les différents États de l'Union européenne. En 2017, en Grèce, c'est 15,6% de la population qui était touchée par le chômage de longue durée, 1,6% seulement en Allemagne. Comment on explique ces différences ? Il y a énormément de facteurs d'explication. Vous avez déjà le phénomène économique qui a évidemment eu son importance, puisque la situation économique en Grèce n'est pas la même que celle en Allemagne, mais vous avez aussi les formes de travail. Et je crois qu'il faut bien entendre que dans ce rapport-là, on essaie de faire un bilan sans être dans le jugement, parce que en Allemagne, vous pouvez effectivement avoir un taux de chômage beaucoup plus faible, mais vous n'avez pas du tout le même modèle social. Vous avez beaucoup de formes de travail précaires, donc ce qu'on appelle du micro-travail. Vous aviez jusqu'en 2015 pas de SMIC, pas de salaire minimum. Donc finalement, c'était important pour nous d'essayer de donner ces chiffres-là, mais à la lecture d'une réalité sociale qui est beaucoup plus complexe qu'effectivement un chiffre de chômage. Et donc, il était important pour nous de parler de ces sujets-là. Donc, qu'est-ce que le micro-travail ? Est-ce que c'est un modèle social européen ? Comment est-ce que finalement on doit ou pas réguler ce sujet-là ? Est-ce que ça fait l'objet de directives à pouvoir prévoir, donc d'une harmonisation européenne par la voie d'une régulation ? Est-ce que ça fait partie finalement de discussions qu'on doit pouvoir engager au niveau d'un SMIC, par exemple, européen, ou d'un minimum pour vivre, sur un socle minimal de droit au chômage ? Donc on a essayé de mettre tout ça en perspective des réalités sociales des différents États membres qui, derrière une statistique, peuvent présenter encore une fois des modèles sociaux très très différents. Oui, des modèles différents, des écarts aussi dans le coût de la main-d'œuvre, mais quand on a des flux de travailleurs qui passent d'un pays à un autre, même si on a des modèles différents, est-ce qu'il faut arriver à une certaine harmonisation européenne, et est-ce qu'on peut y arriver justement quand on a des modèles aussi différents des uns des autres ? Alors c'est une question complexe. Alors pour nous, dans le rapport, au travers de ce rapport, on fait effectivement un certain nombre de propositions, et notamment en termes de méthode. Pour nous, tout ne doit pas passer par le format directif, donc une loi européenne, mais ça peut aussi passer par des méthodes ouvertes de coordination,
régions, par une zone euro qui se mettrait d'accord sur un certain nombre de sujets. Donc nous, on propose un Maastricht social, c'est-à-dire des États de la zone euro qui se mettraient d'accord sur des objectifs sociaux et qui, au travers de leurs résultats, pourraient effectivement continuer à avoir un certain nombre d'aides européennes. Pour nous, c'est extrêmement important d'avoir finalement une souplesse entre ce qui peut être des accords nationaux, binationaux, trinationaux, avec un certain volume de pays, mais aussi des directives. Et l'idée, c'est d'avoir des mécanismes adaptés en fonction des objectifs sociaux. Mais la question financière est également un élément très important, parce que vous avez plus de 300 milliards d'euros budgétés par l'Union européenne en matière d'investissement social. Donc l'utilisation de ces fonds sociaux en matière d'évaluation, en matière de lisibilité, en matière aussi de choix, nous paraissent être tout à fait déterminants pour pouvoir avoir de vraies politiques sociales européennes. Et donc on propose une approche déjà en termes de méthode qui doit s'ajuster fonction des sujets et sur la question du coût du travail, entendre aussi les réalités très différentes. C'est-à-dire que quand vous êtes en Allemagne, vous n'avez pas du tout les mêmes protections sociales que quand vous êtes en France. Donc le coût du travail, évidemment, est plus important en France, mais il vous donne droit à de la retraite, un système de sécurité sociale qui est pour nous très intéressant et qu'il nous faut pouvoir conforter. Donc l'idée, c'est pas d'harmoniser un modèle social, parce que je suis pas sûre que le modèle français serait retenu au niveau européen. Donc il faut qu'on arrive à conserver notre identité, nos valeurs et un modèle qui nous correspond, et en même temps qu'on sache lutter contre une forme de ce qu'on appelle du dumping social, c'est-à-dire une sorte de concurrence qui est déloyale entre pays européens au niveau social. Et donc c'est pour ça qu'on propose un SMIC européen qui puisse être une garantie aussi de lissage et de pouvoir de vivre aussi pour chacun, puisque c'est un de nos objectifs, c'est que chacun puisse vivre de son travail et puisse effectivement avoir la possibilité de préparer le vieillissement de la population, qui fait partie des enjeux communs européens, la démographie, le vieillissement de la population, les phénomènes migratoires, les phénomènes de nouvelles formes de travail, du numérique. Tout ça, ce sont des sujets qui sont très communs finalement au niveau européen. Donc la proposition de ce rapport, c'est de s'en saisir et d'avoir une réponse commune au niveau européen. Le SMIC européen, c'est une idée qui a déjà été avancée. Est-ce que c'est nouveau? Et comment c'est perçu finalement? Parce que c'est vrai qu'on a des modèles différents, des gouvernements européens aussi aux tendances politiques différentes. Comment c'est perçu? Est-ce que ça a une chance d'aboutir assez rapidement, à court ou moyen terme, cette idée? Alors l'approche vis-à-vis du SMIC européen, elle est très variable d'un pays à l'autre. Vous savez, les pays, je suis un peu caricatural, mais les pays du nord de l'Europe qui ont finalement une approche assez négative de ce SMIC, dans la mesure où pour eux c'est une négociation dans le domaine d'activité, donc par branche, et donc ça doit rester dans les mains d'une négociation avec les organisations syndicales, et pour autant en fait leur SMIC est très important, donc c'est pas une question de montant pour elles, c'est une question de principe quelque part, de pouvoir garder la main mise sur cette négociation là. Et puis vous avez d'autres pays européens plus à l'est qui ont des niveaux de rémunération beaucoup plus faibles et qui sont inquiets du seuil en fait sur lequel on pourrait arbitrer de définir le SMIC européen. Donc tout va être dans la négociation, et je crois que plus on aura une France forte qui porte ces sujets-là, plus on pourra effectivement faire avancer un tel sujet. Je crois que beaucoup de pays européens s'entendent sur le fait que aujourd'hui en Europe un phénomène de dumping social existe. D'ailleurs, il y a une révision de la directive du travail détaché qui a fait avancer ce sujet récemment, avec une autorité européenne du travail qui a été décidée, qui est en train de se mettre en place et qui viendra lutter contre ce phénomène de dumping social. Mais les questions du coût du travail et du coût des charges sociales qu'il y a autour est évidemment une vraie question sur laquelle plus la France sera forte, plus nous aurons effectivement la possibilité d'aller vite, très vite, sur un sujet comme celui-ci qui nous paraît être extrêmement important pour pouvoir lutter contre ce phénomène de différence de coût du travail finalement entre les différents pays européens. Il y avait une stratégie Europe 2020, le but c'est de refixer une stratégie Europe 2040, Europe 2060, continuer à se mettre des objectifs comme ça? Évidemment, c'est-à-dire qu'on fait une critique de Europe 2020, puisqu'on pense qu'un certain nombre d'objectifs ne seront pas atteints
atteints parce qu'ils n'ont pas suffisamment intégré notamment un phénomène de crise économique qu'on a pu connaître. Mais absolument, je crois qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui qu'on s'entende sur des objectifs forts en matière sociale. La seule question économique ne peut pas être notre moteur européen, la seule question de la dépense publique non plus. Donc les enjeux de climat sont un enjeu à mon avis extrêmement important, mais les enjeux sociaux et de justice sociale le sont également. C'est à mon avis une question d'équilibre de nos démocraties et de cette construction européenne. Donc un objectif d'Europe 2030 ou 40 est absolument indispensable à mon avis. La fabrique de l'Europe sur RCF Lorraine-Nancy. Donc la fabrique de l'Europe toujours sur RCF. Carole Grandjean, on le rappelle, vous êtes députée de la première circonscription de Meurthe-et-Moselle, membre de La République En Marche. Vous venez nous parler du rapport parlementaire Une Europe pour tous que vous avez présenté à l'Assemblée nationale en mars. Il parle du socle européen des droits sociaux qui est un peu un guide des politiques sociales européennes. On pourrait le présenter comme ça. Tout à fait. Ce sont des orientations partagées entre les 28 États membres et effectivement co-signées par l'ensemble des 28 États membres en novembre 2017. Donc 40 propositions dans ce rapport, alors des thèmes variés, hein, l'égalité homme-femme, égalité des chances, l'aide à l'enfance, des thèmes très variés. Je suppose qu'il y a des disparités dans les politiques des différents États de l'Union européenne sur toutes ces questions-là. C'est compliqué de réussir à réunir tout le monde autour d'une table pour discuter de tous ces sujets-là. Alors oui, on a 3 grands volets, celui de l'égalité des chances et de l'accès au marché du travail, celui des conditions de travail équitables et celui de la protection et de l'inclusion sociale. Alors vous avez des disparités, mais qui sont expliquées déjà par l'histoire de nos pays respectifs, qui sont expliquées également par des politiques sociales et des modèles sociaux très différents, qui sont également expliquées par ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que chaque pays État membre est en autodécision, si vous voulez, d'un certain nombre de ces politiques. Et la politique sociale, sur bon nombre de sujets, est de la compétence de l'État lui-même. Ce qui fait qu'effectivement, on a des progressions et des objectifs qui sont très disparates. Je prends l'exemple, par exemple, de l'Italie. Quand on discute avec l'Italie, quand on leur parle de stratégie autisme, ils nous disent, mais au fond, nous, avoir une stratégie autisme, ça ne nous parle pas parce que on ne veut pas travailler sur un type de handicap plutôt qu'un autre. Et ça s'entend. Je veux dire, il n'y a pas de raison d'aller expliquer à l'Italie qu'on fait une stratégie autisme et qu'elle fait avancer ce sujet-là et qu'il faut qu'il fasse pareil que nous. Si chaque pays définit sa stratégie et qu'on arrive à un projet européen qui, sur les différentes matières sociales, progresse, j'ai envie de dire très bien. Et surtout, si on peut ensuite partager nos expériences, tant mieux. Si je prends l'exemple du handicap, on a effectivement, je crois, une vraie fierté, par exemple, sur les progrès qu'on a fait depuis la loi 2005 et les taux d'emploi obligatoires dans les entreprises, l'inclusion des personnes handicapées dans les entreprises avec de plus en plus de dispositifs qui accompagnent, des accords agréés, etc., qui se discutent dans les entreprises. Si je vais en Italie, je ne vais pas retrouver ça. Par contre, j'aurai une vraie inclusion quasiment à 100% des enfants en milieu scolaire ordinaire avec une organisation qui fait que sur le seuil de 30 élèves, un enfant en situation de handicap accueilli fait qu'il diminue le seuil à 25 élèves, plus effectivement l'enfant handicapé et son AVS, et ainsi de suite jusqu'à avoir un seuil minimal de 15 élèves, sinon on n'est plus dans l'école inclusive. Et donc ça c'est très intéressant, ça nous a aussi inspiré dans nos réflexions, et donc on a trouvé intéressant de ne pas être en jugement finalement, en appréciation d'un modèle ou d'un autre, mais plutôt d'essayer d'enrichir nos réflexions au travers de toutes les différentes expressions qui pouvaient se faire en matière sociale, et puis de se dire au fond, au niveau européen, on a peut-être des axes commun à pouvoir définir, et puis au niveau français aussi, au fond, on a aussi à progresser, et comment est-ce qu'on pourrait progresser en commençant par nous-mêmes, et en matière d'inclusion des personnes handicapées, je crois qu'on a une vraie feuille de route à s'écrire nous-mêmes, donc avant de totalement donner leçon à l'Europe en matière sociale, on a des progrès à faire dans notre propre pays, et donc je crois que ce rapport-là vise à les assumer quelque part, et puis à les réaffirmer, et puis ensuite, évidemment, d'être force de proposition pour aller plus loin en matière d'intégration, par exemple, des personnes handicapées, mais aussi d'égalité femmes-hommes. On propose
de travailler sur ces questions de mode de garde d'enfants. Vous avez beaucoup de couples binationaux au niveau européen qui, au moment de la séparation, ne trouvent pas de terrain d'entente. Et au fond, au niveau européen, c'est très compliqué de trouver le terrain d'entente. Et on propose, par exemple, des mesures très concrètes autour d'un médiateur européen qui puisse être doté de compétences en matière de conseil et de médiation sur la garde d'enfants. Ce sont des propositions très concrètes, mais qui visent à apporter du lien et des réponses sociales à une société qui évolue. Mais je pourrais parler également, par exemple, des nouvelles formes de travail et des plateformes numériques. Voilà, on a essayé d'aborder un certain nombre de sujets ou des licences master, doctorat qu'on a fait évoluer il y a quelques années avec une harmonisation européenne qui aujourd'hui, je crois, est réussie. Et il faut savoir le dire aussi, ce qui a fonctionné au niveau européen. Mais maintenant, allons plus loin avec les formations plus techniques, les BTS, l'apprentissage, pour que l'Europe ne parle pas qu'à certains cursus universitaires, mais qu'elle aille dans nos quotidiens, dans nos études, de l'ensemble de nos jeunes, quelle que soit leur formation. On parle des étudiants, les jeunes justement, ils sont bien cités dans ce rapport, notamment avec l'idée d'un référent Europe au sein des établissements. Oui, on veut rendre l'Europe plus claire, plus compréhensible, et donc ça passe par des échanges, mais ça passe aussi par du partage d'expériences, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de numérique dans les collèges et lycées, et finalement cet outil-là pourrait être également utilisé pour se connecter avec des élèves d'autres pays européens et de partager finalement des expériences, des approches ou des pédagogies. Donc pour nous, le référent Europe aurait un vrai sens dans l'animation de cette connexion-là entre les élèves européens, mais plus loin, de pouvoir aussi être beaucoup plus force de proposition et d'encouragement pour les mobilités européennes. Et on fait aussi un certain nombre de propositions en matière de mobilité européenne, parce qu'on est persuadé qu'un des freins à l'Erasmus qu'on connaît aujourd'hui, et l'Erasmus+, et finalement toute la complexité à partir. Donc c'est le logement, c'est l'ouverture d'un compte bancaire, c'est toute la paperasse universitaire qu'il faut pouvoir réaliser. C'est parfois aussi tout simplement le fait que nos parents n'ont pas voyagé dans les pays européens et que ça les effraie de nous voir partir dans un autre pays que le nôtre. Et donc comment est-ce qu'on arrive à faciliter ça avec notamment un pool de logements qu'on proposerait dans chaque pays européen partenaire. Donc on propose des accords binationaux, trinationaux, on peut être 7, 10 pays, peu importe. L'idée c'est que chaque pays qui se porterait volontaire donne un pool de logements et avec appel d'offres nationaux, les villes qui souhaiteraient pouvoir participer à ces échanges se proposeraient. Nancy par exemple, ville étudiante qui a envie de s'ouvrir sur l'Europe, pourrait proposer de mettre 100 logements à disposition des jeunes qui seraient financés par l'État, par la collectivité. Avec l'équivalent donc des crous qu'on a ici, mais à l'étranger aussi. Tout à fait, aussi. et par les bourses. Et par exemple, l'Italie ferait de même. Et donc, on aurait des logements étudiants à très faible coût et surtout déjà préfléchés pour que la mobilité soit très facile. Mais on a également parlé de questions comme l'ouverture d'un compte bancaire. En fait, l'ouverture d'un compte bancaire pour un jeune aujourd'hui, c'est très compliqué quand il arrive dans un pays étranger et même un pays européen. Donc, faciliter tout ça, faciliter l'installation pour que ce soit le plus fluide possible et que ce soit pas réservé à certains jeunes qui ont peut-être déjà l'habitude de la mobilité européenne. Faciliter la mobilité des étudiants, c'est faciliter la mobilité des adultes qui vont devenir. C'est la future génération, hein, donc effectivement on est convaincu que ça se vit l'Europe. Ça se vit évidemment autour de la monnaie, ça se vit autour des questions du quotidien, d'une entreprise, de sa concurrence européenne, de comment est-ce qu'éventuellement on fait des alliances entre entreprises européennes, mais ça se vit aussi par le fait de connaître les pays européens, de parler des langues et effectivement, et pourquoi pas de faire des rencontres et pourquoi pas de garder des liens avec des amis un peu partout en Europe et puis de comprendre aussi, de comprendre ces autres modèles qui ne sont pas les nôtres, qui sont encore une fois pas meilleurs ou moins bien, mais qui sont différents et qui s'expliquent par une culture et par une histoire. Et donc c'est à mon avis un des meilleurs témoignages de l'Union européenne que d'avoir compris ce que nous a ouvert des pages de l'histoire parfois difficiles, mais qu'il nous faut pouvoir maintenant, j'ai envie de dire, sublimer par une autre envie d'Europe. Vous avez l'impression que les Français sont au courant justement de tous ces principes du socle européen des droits sociaux, de tout ce que leur permet l'Europe justement avec ses mobilités, ses programmes Erasmus pour les jeunes, ou est-ce qu'il y a un manque d'information peut-être ? Oui, alors je pense qu'on connaît certaines choses de manière très théorique, mais pour beaucoup on les apprécie pas dans leur détail, si je puis dire. Même moi, en ayant effectivement auditionné un certain nombre de personnes, je me suis rendu compte que des référents, par exemple Europe, dans certains établissements existent, que le rectorat a déjà mis en place des choses, mais
Finalement, l'idée, c'est comment est-ce qu'on arrive à aller plus loin sur la communication et la facilité d'accès à tous ces dispositifs. Et c'est là vraiment pour moi l'enjeu, c'est la lisibilité, c'est la simplicité de l'accès à toutes ces mesures. Évidemment, de les rendre beaucoup plus larges pour que chacun y ait accès partout, sur tous les territoires, et quel que soit son milieu social, son lycée, qu'il soit dans le rural, dans l'urbain, qu'il soit effectivement dans l'universitaire ou dans le technique. Donc pour nous, c'est vraiment ça l'enjeu, et c'est de simplifier véritablement, parce que beaucoup de choses existent, mais on a souvent tendance à les méconnaître. Mais en tout cas, l'Europe est très soutien de toutes les propositions territoriales qui sont faites, et je crois qu'il faut absolument le redire. Il y a des sommes considérables qui sont mises à disposition des États membres pour accompagner toutes les initiatives pour la mobilité européenne, et notamment des jeunes. Maintenant, charge à nous de les rendre simples d'accès et universels d'accès. Dernière question, ces propositions, ça va aussi dépendre de l'issue des élections européennes. Je suppose que selon les forces qui vont être dominantes dans le Parlement européen d'après les élections, les propositions vont pas forcément être perçues de la même manière selon les tendances politiques qui vont émerger. Alors c'est un rapport qui a été rédigé en amont des campagnes européennes, qui visait justement à ce que chacun puisse se saisir de ces propositions. Et chacun s'est saisi, tout le monde a pioché un peu dedans. Alors en tout cas, je vous assure que j'ai eu des élus d'autres partis politiques qui se sont rapprochés de moi en me disant tiens, c'est intéressant, et j'espère qu'on s'en saisira. L'idée pour moi, c'était effectivement pas d'alimenter un ou l'autre groupe, ou pour ma part par exemple mon propre mouvement politique, mais véritablement d'infuser ces idées-là pour qu'elles fassent l'objet de réflexions et peut-être de propositions. J'ai envie de dire, plus on est nombreux à porter un certain nombre de ces propositions, mieux on se portera. Demain, l'enjeu, il est évidemment de le porter au sein d'un groupe parlementaire du Parlement européen, ce qui ne correspond pas aux partis politiques français, puisque c'est donc la réunion de différents partis politiques qui font un groupe parlementaire européen. Donc pour nous, il y a une seconde étape, ça va être d'aller ensuite rencontrer les parlementaires européens qui seront nouvellement élus, pour les convaincre de nous entendre sur un certain nombre de pistes qu'on pourrait suivre, et d'orientations que le Parlement européen pourrait effectivement poursuivre. On a aussi un travail auprès de la Commission européenne, pour ne rien vous cacher, parce que le Parlement européen a certains pouvoirs, mais la Commission européenne en a bien d'autres. Et donc on a tout un travail finalement de portage de ces propositions-là, au-delà des clivages politiques, parce que pour moi, l'objectif, j'ai envie de dire, dépasse les clivages politiques. Merci beaucoup. Merci Carole à vous. Grandjean. Vous veniez donc nous parler d'une Europe pour tous, rapport parlementaire sur le socle européen des droits sociaux. Vous en êtes la co-rapporteure avec Marguerite Depré-Hautebert. Merci. C'était la Fabrique de l'Europe sur RCF. Bonne fin de journée sur nos ondes.